Notre invité, Éric Dupuy, secrétaire national à la communication de l'Alliance nationale pour le changement, l'ANC. Éric Dupuy, rebonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Depuis le week-end dernier, on l'a appris, c'est réel, l'Alliance nationale pour le changement, votre parti a entamé une tournée nationale. Vous étiez dans les lacs, dans les Vaux. J'ai envie de savoir si c'est parti pour la présidentielle en 2015. Non, ce n'est pas parti pour la présidentielle. Vous savez que l'ANC a pour habitude d'aller à la rencontre de nos populations à l'intérieur du pays. Nous l'avons déjà fait en 2011. Cela nous a pris 6 mois. Ça s'est terminé en décembre 2011. Nous avons rencontré... Quand vous mettiez en place votre parti. Oui, au lendemain, puisque nous avons créé notre parti en octobre 2010. Un an après, nous avons sillonné tout le Togo pour expliquer notre politique et nos visions aux populations. Nous sommes allés jusqu'à Saint-Cassé en passant par Djarpanga et autres. Là, nous avons entrepris une nouvelle tournée nationale. Pour l'année 2014, nous prévoyons 2 tournées nationales. La première a démarré le samedi 15 février dernier, dans les lacs, avec Abanaquin, Avévé, Adjové, Pémé, puis le dimanche, nous étions dans le Vaud, à Montmérumpati, Dagbati, Ativé, Aforimé et Vokoutimé. Donc, l'objectif, c'est que pendant un mois, c'est-à-dire jusqu'au 15 mars, nous allons sillonner ainsi tous les week-ends la région maritime. Donc, avec des meetings, rencontrer, vous allez voir, vous avez noté que dans ce que je viens de vous citer, je n'ai pas cité les chefs-lieux des préfectures. Nous avons cité les cantons. Parce que le souci premier du président national de l'ANC, Jean-Pierre Fabre, c'est d'aller à la rencontre de toutes les populations, dans les coins les plus reculés. S'il avait la possibilité même d'aller dans les villages, de serrer les mains et de rencontrer toutes les populations, les 7 millions de Togolais qui existent sur nos terres, il le ferait. Donc c'est l'objectif. Ce week-end, nous allons aller dans le Bamono, Pessou, Agomé-Glozou, Agbetikor, Rompou. Puis le dimanche, nous irons dans le Zior, Adétikopé, Batopé, Blévier, Alokwegbe et Dalavé. Ainsi de suite, nous allons progresser. Quand nous allons revenir au mois de mars, il y aura la seconde phase de cette tournée qui va nous amener dans les plateaux où nous allons passer un mois entier, je dis un mois entier, à faire tous les jours, du lundi au dimanche, des meetings dans les cantons. Puis nous irons dans les plateaux pendant un mois pour la même chose, rencontrer les cantons à raison de 4-5 meetings par jour, du lundi au dimanche, puis nous irons dans la savane. Et ça n'a rien à voir avec la pré-campagne. Ça n'a rien à voir avec la pré-campagne, c'est-à-dire que nous pensons qu'au bout de 2 ans, nous avons beaucoup de choses à communiquer à nos populations. Vous savez que l'information, aujourd'hui, est concentrée à Lomé. Les journaux sont édités à Lomé. Vos radios, c'est à Lomé. Rares sont les radios qui passent la frontière d'Atapamé ou de Tsévié, tout court. Et puis, les télévisions, vous avez une télévision TV7 ici, vous savez ce que je veux dire. Et la télévision nationale, qui appartient à tous les Togolais, ne diffuse rien concernant l'opposition démocratique au Togo. Quand on voit aujourd'hui TVT sur satellite et qu'on s'amuse à regarder, on a l'impression qu'il n'y a qu'un parti unique au Togo, puisqu'on n'entend jamais parler de l'opposition, on n'entend jamais parler des manifestations des populations. Et voilà, donc la politique. J'ai cru voir sur la TVT Arc-en-Ciel avec ces manifestations quand même. C'est aussi des trucs qu'il faut souligner. Je pense quand même que Arc-en-Ciel a fait, c'est très bien, mais je crois que l'ANC, le CST sont des organisations assez importantes au Togo et qui manifestent régulièrement. N'oubliez quand même pas que ça fait 4 années que l'ANC et le FRAC manifestent tous les samedis. Pour contester la victoire de Faure Gnassingbé. Pour contester, pas la victoire, pour contester le hold-up électoral de 2010 et de 2005. On aura tout à l'heure l'occasion de revenir sur ces questions si vous voulez. Mais aujourd'hui, l'ANC se déploie. Vous nous dites que ce n'est pas la pré-campagne. Vous nous dites que c'est un contact avec les populations. C'est les populations qui vous ont voté récemment. Je veux parler de l'élection, du scrutin législatif de juillet dernier. Une obligation aussi de rendre compte de ce que vous faites au Parlement. Mais vous savez, le Parlement existe depuis peu. Et le Parlement, qu'est-ce qu'il a fait depuis le mois de juillet
que les élections sont terminées, il y a eu la session parlementaire, la session budgétaire, point. C'est tout ce que le Parlement a fait jusqu'à présent. Donc, quel compte rendre aux populations? Et puis, ce n'est pas le parti qui va rendre compte de ce que nous faisons au Parlement, ce sont les députés. Et d'ailleurs, nos députés sont actuellement en train de sillonner le pays de leur côté pour, d'une part, remercier leurs électeurs et les informer de ce qu'ils font et ce qu'ils vont faire dans les mois prochains au sein de l'Assemblée nationale. C'est deux choses totalement différentes. Vous savez, quand vous êtes élu député, nous en avons assez débattu dans ce pays lors de l'exclusion de nos 9 députés de l'Assemblée nationale, à l'époque UFC puis ANC, nos 9 députés ANC qui ont été exclus. Nous avons dit que la Constitution dit que tout mandat impératif est nul. Ça veut dire que du moment où les députés sont élus députés de la nation togolaise, ils ne dépendent plus, leur activité ne dépend plus directement du parti qui les a mis là-bas. Donc, à partir du moment où ils sont élus députés, bien sûr, ils sont membres de l'ANC, mais ils sont d'abord des députés de la République. Donc, ce n'est pas au parti d'aller défendre sur le terrain les acquis ou le travail des députés. C'est aux députés de le faire. Alors, puisque nous en sommes là, mais allons-y. Récemment, on a écouté que les députés, les 9 exclus du Parlement, du côté de l'ANC, qui se réclament de l'ANC en ce moment, ont été indemnisés par le pouvoir. On parle d'environ 240 millions de francs CFA. Le problème, c'est que vous avez caché ça à tout le monde, jusqu'à ce que la presse le relève. D'abord, ce ne sont pas des députés qui se réclament de l'ANC, ce sont des députés ANC. Ils étaient à l'époque membres fondateurs de l'ANC, ils le sont toujours. Et aujourd'hui, au Parlement en ce moment, ils portent le nom ANC au Parlement, ça vous le savez également. Aujourd'hui, ils sont tous élus. C'est à ça que je fais référence. Pardon ? On avait refusé en ce moment au Parlement qu'ils portent le... Ce n'est pas parce qu'ils ont refusé qu'ils étaient dans leurs droits, puisque le règlement intérieur de l'Assemblée nationale dit qu'il suffit qu'on se regroupe par affinité pour donner un nom et avoir un groupe parlementaire. On va pas refaire l'histoire. C'est ce que dit le règlement intérieur de l'Assemblée. Apprenons à respecter les lois que nous nous donnons. Ça, c'est très important dans la vie politique au Togo. Quand on se donne une loi, il faut la respecter. Or, il y a une loi, c'est-à-dire le règlement intérieur de l'Assemblée nationale est une loi, et ça a été violé. Le refus de la constitution du groupe parlementaire ANC est une violation de la loi. Oui, ça, on n'en est pas là aujourd'hui. Maintenant, pour répondre à votre question, d'abord, ce n'est pas 241 millions, mais 221 millions et des poussières. Ça correspond à quoi? Ça correspond aux indemnités mensuelles de chaque député. Vous savez que le député, leur salaire est d'environ 700 000 francs par mois. Multiplié par 30, ça fait combien? Ça fait 21 millions. Pendant 30 mois, parce qu'ils ont été exclus en moyenne 30 à 32 mois. Voilà. Donc, quand nous sommes allés d'abord devant l'Union interparlementaire IUP, puis après à la Cour de justice de la CEDEAO, nous avons gagné. Et la CEDEAO a dit que le droit des députés, des 9 députés, les droits humains, les droits de l'homme des 9 députés ont été violés. Et qu'il était du devoir du gouvernement togolais de réparer ces violations. Ça veut dire les réinstaller dans leurs droits. Ça veut dire quoi? Monsieur Ator, Eric, vous êtes employé dans cette maison, Radio Fréquence 1, par Monsieur Soudi, qui est votre directeur. Attendez. Non, allez-y. Monsieur Soudi décide de vous renvoyer pour une raison ou pour une autre. Vous contestez ce licenciement, d'accord? Et pendant 30 mois, vous n'êtes pas payé. Et vous continuez à vous battre pour vous faire réinstaller dans votre droit. Et les prud'hommes vous donnent raison. Et M. Soudi est condamné à vous payer votre salaire mensuel pendant toute la période que vous avez été sevré de ce droit qui est la rémunération de votre travail. Le jour où on vous le donne, ce n'est que justice rendue. C'est le cas. Attendez. Jusque la personne est contre. Attendez, c'est le cas. Maintenant, je continue mon raisonnement. Vous savez que certains députés, à l'époque, ils étaient enseignants, ils étaient dans la fonction publique, ainsi de suite. Ils ont quitté leur fonction pour devenir députés. Ils ont été renvoyés
de l'Assemblée nationale, sans revenu, sans pouvoir intégrer leur poste de départ. Or, ces gens-là qui ont quitté Vaughan ou les plateaux ou Ogou et compagnie, qui sont venus travailler à Lomé, ont été obligés de prendre des maisons, de bailler des maisons, de prendre des locations. Ces gens-là ont été obligés d'aller auprès de leur banque emprunter pour acheter des véhicules, pour pouvoir régulièrement aller rendre visite à leurs électeurs. Ces gens-là, du jour au lendemain, se sont retrouvés sans revenus. En tant qu'ancien banquier, je peux vous dire que la banque n'est pas une société caritative. Et que dans la mesure où vous devez de l'argent à la banque va exiger le remboursement, par tous les moyens, le remboursement des sommes dues. D'accord? Attendez. Oui, Attendez. Non, c'est très important. Non, Eric, c'est très important ce que je vous dis. C'est très important à la compréhension. Je terminerai. Non, je terminerai parce que les Togolais... Et que vous n'avez fait mention nulle part jusqu'à ce que la presse révèle ça. Eric, les Togolais ont besoin de savoir certaines choses. Et je continue dans mon approche. Ces sommes qui sont versées sur leur compte, le banquier d'abord va prélever le capital restant dû. C'est-à-dire ce que la personne devait à la banque. Et vous ne connaissez pas le montant. En plus, les intérêts échus non payés qui vont s'ajouter à ça. Parce que quand vous ne payez pas votre crédit, les intérêts ne sont plus calculés sur le capital restant dû, mais sur le capital gelé à une date donnée. Et les intérêts qui se grèvent dessus produisent des intérêts. Vous voyez? Et puis vous avez les pénalités de retard. Ça peut aller très loin. Pour certains, ça peut aller même jusqu'à l'intégralité des 21 millions qu'on a investis sur leur compte. Et ça, vous n'en parlez pas. Maintenant, pour répondre plus exactement à votre question, nous avons fait des procédures. Et d'ailleurs, pour que ces sommes soient versées par le gouvernement, c'est tout simplement parce que lors de leur passage en 2013, l'IUP a exigé que cela soit fait. Parce que, rappelez-vous, journalistes que vous êtes, que nous n'avons jamais réclamé le paiement de ces sommes-là. Nous avons toujours réclamé la réintégration de nos députés dans leurs fonctions. Et que nous n'étions pas d'accord, nous n'avons jamais réclamé qu'on nous paye quoi que ce soit. Nous avons toujours demandé la réintégration de nos 9 députés. Et nous sommes restés dans cette logique jusqu'à la fin de la législature. Il fallait refuser de toucher l'argent quand même. Si vous n'avez pas exigé qu'on vous paye et que c'est un dû, non? Quand on vous doit votre salaire, pourquoi vous ne refusez pas? Quand on vous paye votre salaire, vous refusez de le prendre? Non, on n'est pas là. Mais si. C'est pas la même chose. Dans la mesure où vous avez une fonction, on vous a indûment privé de cette fonction, on vous doit pour la période donnée, vous êtes engagé sur un contrat de 6 ans. Au bout de 2 ans, on vous renvoie. Vous allez exiger l'intégralité du paiement de la durée du contrat. C'est ça la logique. Très bien. Alors, pour répondre encore plus exactement à la question, pourquoi est-ce que vous n'avez pas révélé l'information vous ne me laissez pas terminer. Non, si vous me laissez terminer... Je voulais que vous répondiez à... Mais j'y viens. Nous, je vous ai dit que nous n'avons pas demandé la réintégration, le paiement de ces sommes, nous avons demandé la réintégration. Si paiement il doit y avoir, puisqu'on en a discuté avec l'IUP, ce n'est pas seulement le salaire de base qu'il fallait verser, mais il fallait verser également les indemnités de représentativité, de représentation qui sont liées à la fonction d'un député, ainsi que les frais de déplacement qui sont liés également à la fonction d'un député. Et puis, ces sommes n'ont pas été versées. Et puis, il ne faut pas oublier que la CEDEAO, la Cour de justice de la CEDEAO, avait condamné le gouvernement togolais à payer à chacun 3 millions de francs de dommages et intérêts. Ces sommes n'ont pas été versées non plus. Et vous voulez qu'à partir de même pas la moitié de ce qu'on doit à chacun de députés, on va sauter au plafond en disant que nous avons touché 21 millions. Non, nous n'en sommes pas là. Nous continuons à nous battre pour que chacun des 9 députés soient réellement réinstallés dans ses droits. À partir de ce moment-là, nous crierons victoire. Ah bien, écoutez, juste au lendemain, on a écouté le vice-président de votre parti, Patrick Lawson, qui s'est exprimé sur la question, qui a dit clairement que vous n'étiez pas au courant et c'est par hasard que des gens ont découvert sur leur compte qu'il y avait quand même de l'argent provenant du trésor public. C'est quand même curieux, non? Oui, c'est quand même curieux que le gouvernement togolais se comporte de la sorte.
Wow. Comment est-ce que vous pouvez verser une somme sur le compte de quelqu'un sans lui écrire au préalable que voilà le règlement de telle chose, ce sera versé sur votre compte à tel jour. C'est comme ça que ça se fait chez les gens civilisés. J'ai lu pas mal de journaux qui ont dit que, mais écoutez, vous ne devez pas être étonné puisque vous avez discuté ça avec le gouvernement togolais en sourdine. Vous avez négocié ces versements. Nous n'avons pas négocié de versement. Je vous dis qu'en 2013, l'UP est venu ici, vous vous souvenez, et l'UP a demandé, lors des discussions avec le groupe des 5, ici, au Togo, les ambassadeurs, dirigés par M. Whitehead, qui est l'ambassadeur des États-Unis, avec Monseigneur Bariga, nous avons demandé que tous ces problèmes, les condamnations par la CEDEAO et par l'UP, soient réglés. Nous avons demandé que ça soit réglé et que les personnes qui sont en prison de manière totalement arbitraire soient libérées. C'est un ensemble de sujets parce que nous n'acceptons pas que les droits des Togolais soient bafoués par ce régime. Bien. C'est tout. Monsieur Eric Dupuis, c'est vrai qu'on sait qu'au niveau du CST, l'ambiance n'est quand même pas de tout repos, on va le dire. On écoute certains partis qui sont un petit peu mécontents par rapport à l'évolution du groupe, par rapport à ce que les choses marchent ou ça ne marche pas. Il y a quelques semaines, nous avons reçu ici à Agbeyomi Kodjo, on s'est rendu compte que ce n'est quand même pas le grand amour entre Obu et ANC. Et nous savons, on ne va pas se mentir, que c'est l'ANC qui est le CST. Vous confirmez ça au moins? Vous savez, même dans un ménage, je ne sais pas si vous êtes marié, il peut y avoir des problèmes. D'accord? Donc, ce n'est pas étonnant que dans certains partis ou regroupements de partis, il puisse y avoir de tiraillements. C'est tout à fait normal. Mais quand vous me disiez tout à l'heure qu'il y a certains partis, certains problèmes, il y a un parti politique au sein du CST qui, sur votre antenne d'ailleurs, moi je l'ai écouté, disait qu'il était membre fondateur, le président de ce parti disait qu'il est membre fondateur du CST. Appelez la chose par leur nom, excusez-moi, Dupuis, appelez la chose par leur nom, vous parlez d'Agbeyomi Kodjo. C'est M. Agbeyomi Kodjo. Et qu'aujourd'hui, il se met en dehors de cela. Vous savez, en politique, il faut savoir ce qu'on veut. Il faut savoir ce qu'on veut faire. Soit on est dedans, ou on est dehors. Quand vous êtes dans un parti politique ou dans un regroupement de partis politiques et que vous n'êtes pas d'accord, vous le faites savoir au sein du parti les raisons pour lesquelles vous n'êtes pas d'accord. Maintenant, la loi de la majorité s'impose quand on veut jouer la démocratie. Et si vous n'êtes pas d'accord avec la majorité de ce regroupement, qu'est-ce qui vous reste à faire? C'est de vous retirer. C'est tout ce que moi j'ai à répondre à M. Agbeyomi. Quand il n'est pas d'accord de ce que la ligne politique du CST et que la majorité de membres qui constituent le CST disent « mais ce que vous nous dites, nous ne sommes pas d'accord », la règle de la majorité s'impose à tout le monde. Et si vous ne voulez pas accepter la règle majoritaire, vous quittez. Il y a le cas patent de Gérard Adja qui est soulevé presque tous les jours. Il pouvait être au Parlement, vous pouvez faire économie d'un de vos membres sur la liste. Pourquoi? Nommer pour qu'il soit au Parlement. Pourquoi? Selon Obu, certains sur la liste, au nom du CS, dans la localité, ont été battus. Comment il peut le savoir? Vous connaissez le scrutin majoritaire, vous connaissez le scrutin qu'il y a eu, le proportionnel? Vous connaissez comment ça fonctionne? Comment vous pouvez savoir sur une liste de 10 personnes ou de 20 personnes qui a obtenu plus de voix? C'est par quelle alchimie vous pouvez le savoir? Et oui, il ne faut pas prendre les Togolais pour des imbéciles. Les Togolais sont très malins, très intelligents. Alors arrêtez ces bêtises-là. C'est quand même bizarre qu'au niveau du CSC, que vous ne vous entendiez pas assez. La dernière fois, il y a sur une radio, il y a une question qui a été posée à M. Agbeyomi. Il y a la personne qui lui disait, mais M. Agbeyomi, et si vous aviez eu un député dans le Yoto, est-ce que vous auriez continué ce que vous êtes en train de faire actuellement? Je pense qu'il doit réfléchir à cela plus longuement. Vous lui en voulez? Moi, je n'en veux à personne du tout. Pourquoi aurais-je des problèmes avec M. Agbeyomi? Aucune... Non, rien du tout. Comment est-ce que vous interprétez aujourd'hui le fait qu'il se mette à l'écart visiblement du CST? Mais parce qu'il en a envie. Et je pense que quand on en a envie, quand on a des raisons fondées pour se mettre à l'écart, je dis
que dans ce cas-là, il vaut mieux, moi, Éric Dupuis, si je ne suis pas d'accord avec la ligne politique de l'ANC, je démissionne. Voilà l'homme. Ça dure depuis quand, cette guerre entre vous, entre l'ANC et l'OBU, finalement? Mais il n'y a jamais de guerre entre l'ANC et l'OBU. Il n'y en a jamais, et il n'y en aura jamais. Il ne faut pas que certaines personnes fassent une montagne des choses qui n'existent pas. Parce que vous dormez mal, parce que vous avez rêvé à ceci, demain vous en faites une histoire d'État. Non, c'est pas de la politique ça. Soyons réalistes, basons-nous sur des choses concrètes et travaillons dans l'intérêt exclusif de ce peuple. Vous voulez dire qu'Agbouébé ne travaille pas dans l'intérêt de ce peuple? C'est l'interprétation que vous voulez donner. J'ai lu une interview d'Agbouébé Kodjo que publie ce matin La Symphonie, qui le cite, je voudrais dire, Agbouébé Kodjo qui aurait dit « J'ai plus de canons que Jean-Pierre Fabre ». J'ai jamais compris cette phrase. On va à la guerre? Nous, on n'a pas de canon. On n'a même pas de Kalachnikov. On n'a même pas de pistolet à eau. Bien, ça c'est sur le cas OBU. Je voulais que vous réagissez également sur le cas l'Union des forces de changement, votre ancien parti. C'est vrai que depuis plusieurs jours, 2 semaines plus exactement, l'Union des forces de changement a d'abord sorti un mémorandum dans lequel il n'a pas été du tout tendre à votre égard, à l'égard de certains responsables de l'ANC. Depuis lundi, un nouveau document est dans la presse qui, je dirais, met clairement la position du premier vice-président Patrick Lawson par rapport à l'orientation de la ligne qu'il faudra donner à la lutte. Des gens souffrent, il faut aller au gouvernement, il faut discuter, changer de stratégie. On a envie de dire que vous êtes finalement, on vous connaît plus là. Je suis très réservé quand vous dites que le premier vice-président Patrick Lawson est directement mis en cause dans cette histoire-là. Moi, vous savez, j'ai lu ça et je me suis très amusé en lisant le pseudo-mémorandum de M. Gilchrist. Pseudo-mémorandum ? Ouais. Pourquoi ? Parce que pour moi, ce sont des vétilles. Ce sont des élucubrations d'un parti politique en fin de vie. Hein? Moi, au lieu que certains trissotins s'égosillent sur les chaînes à vouloir démontrer ce qui n'est pas démontrable, à vouloir faire de cette affaire une affaire nationale, je les invite plutôt à aller faire un tour. Vous savez, nous sommes dans une société aujourd'hui moderne. Nous sommes dans une société où l'information est à portée de tout le monde. De Saint-Cassé jusqu'à Lomé. La dernière fois, j'étais sur Facebook et j'ai rencontré une dame d'Apaon. Elle est fille de salle. Elle travaille à l'hôpital à Dapaon. J'étais heureux, très heureux de discuter avec elle. Je vois que même partout au Togo, malgré les difficultés de connexion Internet, les gens sont intéressés par... Et elle me connaissait. Elle voulait me parler. Ça m'a fait plaisir. Alors je voudrais inviter ces trissotins d'aller faire un tour sur le site de l'UFC, ufctogo.com, et de taper Santegidio dans le moteur de recherche de ce site. Ils trouveront au moins 10 articles, communiqués et déclarations depuis 2004 jusqu'en 2008-2010 de ce parti. Et vous verrez que rien n'a été caché, tout a été dit sur ce site-là. Ça c'est la première remarque. Et vous savez, j'en ai tiré pas mal. Vous savez, quand M. Gilchrist Olympio raconte dans son pseudo-mémorandum certains mensonges, lui-même déclarait, c'est sur le site, ufctogo.com, meeting débat du président national le 29 octobre 2005 devant la communauté togolaise en France. Et il déclare ce qui suit. Je vous passe. On lui pose la question à propos de l'opportunité et l'utilité de la médiation de Santegidio. Il termine en disant « Le président de l'UFC a de même admis que les positions au sein de l'UFC sont divergentes. Il y a parmi nous certains qui refusent
de discuter avec un pouvoir illégitime. Comme vous le constatez, il faut d'abord harmoniser les positions au sein de l'UFC et contacter ensuite les partis alliés. C'est Gilchrist qui le dit, ce n'est pas moi. Oui. Ça veut dire que, au lieu de dire que les premières personnes étaient avec lui quand il était à Saint-Egidio, il reconnaît que au sein de son parti, et notamment Jean-Pierre Fabre, a refusé de prendre part à cette première réunion. Il n'a pris part qu'à la 3e réunion. Je vais vous dire encore. Il a pris quand même part à une réunion. Attendez. Et lui-même, il reconnaît que le 28 juillet 2004, c'est lui-même qui est allé tout seul à Saint-Egidio, tout seul, sans prévenir le parti. Pourquoi? Pour aller se faire restituer son passeport. Le texte est là. Moi, je ne raconte pas des histoires. Ils n'ont qu'à les sortir. Et puis... Vous avez vu au moins les documents de preuve attendez, par l'UFC? Je l'ai lu. Est-ce que c'est du faux? Attendez, je l'ai lu. On en vient. On en vient. Oui, sauf qu'on n'a pas le temps, il faut qu'on aille rapidement. On en vient. Est-ce que c'est du faux? On en vient. Alors, dans ce document-là, premier document, il est là. Vous allez lire. Quand on publie des choses comme ça, on prend la peine de les lire pour ne pas être en contradiction avec ce que vous écrivez. La lettre qui est signée par M. Gilchrist Olympio, adressée au chef de l'État en date du 27 novembre 2007, il est écrit ceci. Enfin, je pense qu'il vaut mieux remettre à plus tard la question de la participation de l'UFC au gouvernement en attendant que s'instaure un climat de confiance favorable. Il s'agit là d'une fin de non-recevoir. Là maintenant, un autre document. Ce document-là est censé, d'après ce qu'on nous écrit, est censé être le document que le parti aurait envoyé au chef de l'État pour participer au gouvernement. Vous l'avez, le document. Vous verrez d'abord que Jean-Pierre Fabre n'a pas pris part à ces réunions et qu'il est marqué que pour l'UFC, Lawson Boevi Patrick ainsi que Lawson Latevi Georges participaient à la réunion. Nulle part Jean-Pierre Fabre. Oui, bien. Attendez. Il n'y a pas que Jean-Pierre Fabre qui soit cité par le mémorandum de l'UFC. Tous ces messieurs ont été cités. Attendez, mon cher ami. Proposition. Vous voyez, proposition. Et vous voyez, ministrable, Georges Lawson, nanana, Cour constitutionnelle, nanana. Et puis, vous allez voir, vous allez rigoler. Directeur de cabinet ou membre de cabinet. Quand on est président, je pense que M. Souji, dans cette maison, connaît vos noms, vos prénoms, voire vos dates de naissance. Vous êtes d'accord avec moi? Bon. Un chef de parti qui propose au chef de l'État un document pour nommer des gens de son parti, les cadres de son parti. Alors, je vous les cite. Kodjo Jean-Claude, il n'y a pas de problème. Kodjo Nan, N-A-N-E. Ça n'existe pas chez nous, c'est Kodjo Marc. Nayo Bidiako. Non, c'est Nayo Bediako. Oui, mais Jean-Pierre Fabre était au secrétaire général, donc c'est lui qui a écrit. C'est lui qui a écrit ça? Alors, rien. Ah non, mais attends, vous foutez de Jean-Pierre Fabre. Éric Dupuis, on écrit Éric Dupré. Je connais Jean-Pierre Fabre depuis l'âge de 5 ans. Il sait comment on écrit mon nom. Madame Dadoum. Ça n'existe pas, c'est Madame Amégan Edo. On l'appelle communément Dado. Kouevi André, on met Komevi André. Et puis on envoie toute une liste de gens comme ça. Dagbovi, Agbigbi, Afio. Alors, ça peut exprimer quoi? Ça veut dire que ça, c'est du dossier, un document qui est complètement faux, archi faux. Si ça avait été rédigé par des personnes intelligentes, capables, comme Patrick Lawson et Jean-Pierre Fabre, il n'y aurait pas autant d'âneries là-dessus. Bien. Ça, c'est votre réponse au mémorandum et à la dernière sortie de l'Union des forces de changement. Nous avons voulu que vous réagissiez parce que tous ces gens ont eu également la parole, sont posés sur votre cas. Revenons maintenant au dialogue appelé de tous les vœux finalement par les partis politiques à quelques mois de la présidentielle. En début de semaine, nous avons eu l'agréable surprise d'écouter que Jean-Pierre Fabre aurait écrit à Faure Gnassingbé en sa qualité de chef de l'opposition pour demander l'ouverture des discussions pour opérer rapidement la réforme politique. Est-ce que c'est exact?
Je vais d'abord rectifier la présentation de de cette question. Jean-Pierre Fabre n'a pas écrit en tant que chef de l'opposition, puisque la loi dit chef de file de l'opposition. Ce n'est pas nous qui en avons décidé ainsi, c'est une loi qui a été votée à l'Assemblée nationale en juillet 2013. Et nous n'étions pas partie prenante à ces débats-là. Voilà. Maintenant, oui, Jean-Pierre Fabre a pémé le samedi 15 février 2014, à 17h, a déclaré qu'il a écrit au chef de l'État pour lui rappeler l'engagement pris par le gouvernement à la veille des législatives, lors des discussions qui avaient eu lieu sous l'égide de M. Whitehead, ambassadeur des États-Unis, et de Monseigneur Barriga. Le gouvernement s'engageait à procéder à un dialogue dès le lendemain des législatives pour régler de manière consensuelle le problème des réformes institutionnelles et constitutionnelles et d'aborder également le problème des locales. Donc, M. Fabre, président national de l'ANC, a rappelé ceci au chef de l'État et lui a dit qu'il se tient à sa disposition pour que s'ouvrent rapidement les discussions, afin qu'on puisse éviter les problèmes qu'on a toujours connus lors des élections présidentielles. Et qu'il faut le faire tout de suite et non attendre pour faire ces réformes de manière précipitée. Voilà. Mais, là, je dois quand même rappeler que M. Fabre n'a jamais dit qu'il a consulté M. Dodji Apevon. J'ai entendu M. Apevon déclarer qu'il ne peut pas accepter les dictats de Jean-Pierre, ainsi de suite. Jean-Pierre Fabre n'a jamais dit qu'il a pris contact avec M. Apevon. Si M. Apevon le veut, il va sur les sites, sur le togovi.com, sur togovision.com, et il pourra écouter à souhait la déclaration de M. Fabre. Quand on est un homme politique, on ne sursaute pas, on ne crie pas, on ne fonde pas son raisonnement sur des rumeurs ou sur les on-dit. On va à la source, on vérifie la réalité des propos avant de réagir. Il y a eu une réelle volonté que nous observons aujourd'hui au niveau des leaders de l'opposition, que le pouvoir ouvre des discussions pour qu'on rapidement on aille à ces réformes politiques-là. On a envie de demander, mais avant vous avez refusé de discuter avec le pouvoir quand même. Non, monsieur, attends, non. Rappelez-vous, en 2012, nous avons rencontré le pouvoir. Il y avait une délégation, nous avons écrit ANC, car ensemble, pour réclamer des discussions avec le gouvernement. Et ça a tourné court, tout simplement parce que le chef du gouvernement, le Premier ministre d'alors, n'a pas voulu que les discussions aboutissent. Ce n'est pas la première fois. Nous avons, à maintes reprises, sollicité le dialogue avec le pouvoir pour pouvoir régler le problème. Et si vous permettez, moi j'ai encore un document très important que je ne vous ai pas livré tout à l'heure. Il s'agit d'une interview de Jean-Pierre Fabre en 2006 qui est d'actualité. Il est là, où Jean-Pierre Fabre dit que lui il est ouvert il dit donc il faut combiner disponibilité au dialogue et mobilisation populaire pour réussir à contraindre le régime en place et à accepter, dans le cadre du dialogue, les réformes sans lesquelles il ne peut y avoir de changement, d'alternance politique véritable au Togo. Je vous conseille, je vous invite vivement... Sauf que durant toutes ces périodes, quand vous parlez de discussion, de dialogue avec le pouvoir, ça s'accompagne forcément des réclamations, des conditions. Bien sûr. Mais c'est toujours, c'est logique. Des députés au Parlement. Non mais c'est logique, mon cher ami. On restitue les matériels de sonorisation avant de dissoudre le pouvoir. Mais aujourd'hui, comment voulez-vous, l'impunité est à la base de tout ce qui se passe aujourd'hui. Quand vous allez à des discussions et que vous n'avez pas de garde-fou, aujourd'hui avec ce pouvoir-là, vous n'avez rien fait. Nous sommes allés au dialogue en 2006, le dialogue intertogolais, parce que nous n'avons pas mis suffisamment de garde-fous pour l'application des accords signés,
que le gouvernement, jusqu'à aujourd'hui, l'accord que nous avons signé, l'accord politique global, l'APG, n'a jamais été mis en œuvre. Nous ne voulons plus cela. Nous voulons que les discussions aboutissent et qu'il y ait des garanties de mise en œuvre de ces décisions. C'est pour ça que déjà en 2006, Jean-Pierre Fabre disait, pour nos discussions futures, il faut un médiateur au-dessus de tout soupçon, un médiateur crédible, qui puisse nous amener à mettre en place les décisions qui seront de manière consensuelle prises. Jean-Pierre Fabre a une préférence? Blaise Compaoré, par exemple? Vous savez, à l'époque, nous en avons... Oh là là, je vous invite. On en avait cité 2 ou 3. On avait cité Lagda Brahimi, qui était... on avait cité des personnes, on avait proposé des personnes qui n'ont jamais été prises en compte. Si on doit aujourd'hui revenir là-dessus, je pense que nous avons des préférences et au moment venu, nous les donnerons. Tatou Ouattara. Au moment venu, nous les donnerons. Alors, que va-t-il se passer à partir de maintenant pour l'ANC? On sait que la présidentielle, c'est dans moins de 14 mois. On est en février. Non, on est en moins de 12 mois. Voilà, puisque c'est en février, normalement, constitutionnellement, c'est en février 2015. Que va-t-il se passer? Vous réclamez aujourd'hui les réformes. On n'écoute pas le pouvoir se prononcer clairement là-dessus. Et comme écrit le quotidien Liberté ce matin, il y a un risque d'un dialogue de dernière minute et discussion bâclée. Qu'est-ce que vous comptez faire? Nous continuons. Vous savez, Jean-Pierre Fabre a écrit au chef de l'État. Nous continuons à penser que le chef de l'État va donner une réponse favorable à cette requête de la part du chef de file de l'opposition. Maintenant, si le chef de l'État fait la sourde oreille, je reviens toujours à l'interview que Jean-Pierre Fabre a accordée à un de vos confrères, le Républicain, le 7 mars 2006, où il disait: il faut combiner disponibilité au dialogue et mobilisation populaire. Donc, moi je suis persuadé que si demain, il y a 1 million de Togolais dans la rue qui demandent à Fogna Sibé d'œuvrer pour que ces réformes se fassent rapidement, il sera contraint de le faire. Mobilisation populaire, est-ce que vous arrivez encore aujourd'hui à mobiliser les Loméens? Moi je pense que oui. Tous les samedis, il y a au moins 10 000 personnes. Vous savez, ce n'est pas d'avoir 100 000 ou 200 000 personnes dans la rue tous les samedis qui importe. Il y a un noyau qui travaille régulièrement, qui est à peu près une dizaine de milliers, qui est là tout le temps. Et le moment venu, vous savez, quand vous avez 10 000 personnes qui vous amènent chacun 10 personnes, faites le calcul. Et le travail que nous faisons aujourd'hui à l'intérieur du pays, c'est d'expliquer tout cela aux populations, parce que ce n'est pas Lomé seulement qui compte. J'aimerais que à Tapamé, à Sokodé, à Palimé, les gens se lèvent aussi en disant non, ce qui se passe est inadmissible, nous sommes tous des Togolais. Nous ne voulons pas perpétuer au Togo une dynastie des Nyansibé. Si rien n'est fait et qu'en 2015, Fogna Sibé reprend encore le pouvoir par la force, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans 20 ans, ce serait le fils de Fogna Sibé qui va prendre le pouvoir. Après, dans ce cas-là, arrêtons de faire de la politique. Est-ce que ce ne sera pas un échec pour vous? Arrêtons de faire de la politique et transformons notre République en royaume. Vous savez, Bokassa l'avait essayé dans son pays en transformant son pays en empire. Vous voyez ce qui s'est passé. Il a été contraint de partir à l'exil. Il est mort en exil. Et aujourd'hui, vous voyez dans quel état se trouve son pays. Si c'est ça, les vues que M. Fogna Sibé a, vous prononcez presque la même phrase que Jean-Pierre Fabre il y a quelques semaines, quand il dit si des gens refusent, ce qui se passe ailleurs peut arriver au Togo, ça? Le Togolais n'est pas plus bête que les autres. Le Togolais est un peuple paisible, soit, mais qui a aussi besoin de vivre, d'être dans son pays comme un citoyen normal, et non de vivre sous le joug de la dictature. Nous sommes dans un pays où on se comporte vis-à-vis de nous comme si on était des esclaves d'une famille ou d'un clan. C'est inadmissible. Toute personne a cette volonté de vivre, cette volonté d'avoir de l'ambition pour son pays. Et je suis persuadé que vous-même, Eric, qui êtes là en face de moi, vous avez de l'ambition pour ce pays. Vous êtes journaliste, mais vous avez de l'ambition. Je ne dis pas de l'ambition personnelle. Vous avez de l'ambition pour ce pays. L'ambition pour que ce pays soit mieux, pour que ce pays permette à vos enfants de vivre mieux demain.
C'est pour ça que moi je me bats. Tout à l'heure, on évoquait la lettre envoyée par Jean-Pierre Fabre à Faure-Gnassingbé. Il y a un confrère qui pose la question clairement aujourd'hui, je me permets de vous la poser. Quand il dit, le leader de l'opposition reconnaît-il enfin sa défaite de 2010 en écrivant aujourd'hui à Faure-Gnassingbé? Je crois que ma réponse est déjà contenue dans ce que je vous ai dit tout à l'heure, que ce n'est pas la première fois que nous rencontrons le gouvernement en place. C'est vrai que nous contestons le régime autoritaire d'Gnassingbé depuis des années. Nous contestons la légitimité du pouvoir en place. Nous l'avons toujours dit et nous manifestons tous les week-ends à ce sujet. Maintenant, vous avez en face de vous un pouvoir de fait, un régime de fait qui s'impose à vous. Soit, qu'est-ce qu'il vous reste à faire? Si vous voulez que les choses avancent, si vous voulez que les réformes se fassent de manière consensuelle, pour que enfin on puisse espérer avoir des élections crédibles dans ce pays, il faut dialoguer avec ce régime de fait. Est-ce que vous voyez le bout du tunnel finalement dans cette affaire? Je suis un éternel optimiste. Si je n'avais pas un minimum de foi en ce que je fais, il y a longtemps que j'aurais abandonné la politique togolaise. C'est réel? C'est réel. Je suis un homme de conviction. Monsieur Éric Dupuis, depuis quelques jours, on voit les manifestations, beaucoup plus la semaine dernière, sur les campus universitaires de Lomé. Les Togolais, par moments, se demandent quelle est votre politique dans ce sens? Non, notre politique... l'éducation. L'année dernière, il y a eu une crise grave qui a atteint l'éducation au Togo. Aujourd'hui, ce sont les universitaires, je vous l'ai dit, beaucoup plus les étudiants qui font des réclamations. Il y en a qui sont en prison, de toute façon. Vous savez, je trouve... D'abord, l'ANC condamne les violences sur le campus de Lomé. L'ANC condamne tout ce qui se passe vis-à-vis des étudiants, des enseignants, du corps médical depuis des années. Il ne faut pas oublier ce qui s'est passé l'année dernière, avec mort d'hommes, des élèves qui sont morts, assassinés par ce régime. Nous ne pouvons pas accepter cela. Et aujourd'hui, renvoyer des étudiants de l'université de Kara de Lomé pour leur appartenance à un syndicat d'étudiants, et aujourd'hui emprisonner le président et le vice-président du MET après avoir blessé des étudiants sur le campus. Est-ce que c'est pour leur appartenance qu'ils sont arrêtés? C'est pour leur appartenance à une organisation syndicale, puisqu'on a interdit au MET de tenir une réunion sur le campus. Quelle est la liberté d'expression? Notre Constitution dit que la liberté d'expression doit être garantie pour tout le monde. C'est la base même de notre Constitution. Et emprisonner quelqu'un, tout simplement parce que la personne n'est pas d'accord avec vous, c'est inadmissible. C'est de la dictature. Et envoyer les policiers et les gendarmes jeter des gaz lacrymogènes, bastonner les étudiants, c'est inadmissible. On se croirait où? En Corée du Nord. Le Togo est si mauvais que ça? Vous le pensez sincèrement, M. Éric Dupuis? Moi, je pense que certains Togolais sont instrumentalisés pour commettre l'inacceptable sur le peuple togolais. Et moi, je me battrai toujours contre cela. La question, et on va en finir là, de la candidature unique revient depuis plusieurs semaines déjà, après que vous ayez observé, vous aussi, un silence sépulcral, disons-le ainsi, depuis la tenue de l'élection législative dernière. Aujourd'hui, et les voix se sont levées d'abord pour demander, je dirais, l'état général de l'opposition, et puis après, on dit qu'il faut que l'opposition désigne un candidat unique. Votre champion sera candidat? Je vous remercie d'avoir noté que nous avons gardé un silence, vous dites sépulcral, sur cette affaire. Quand on lit les journaux, la revue de presse que vous venez de me faire, certains n'ont pas compris cela, puisqu'ils disent que Jean-Pierre Fabre veut s'imposer à eux, Jean-Pierre Fabre veut être le candidat unique, ainsi de suite. C'est tout ce que vous avez dit. Hein. Bon, moi j'ai entendu sur Symphonie, Forum, ainsi de suite. Tout ce que vous avez lu, Tingo Tingo, ainsi de suite, c'est à peu près le son de cloche pour Tingo Tingo qu'on a entendu jusqu'à présent. Et vous venez vous-même de reconnaître que cela n'est pas réel. Jean-Pierre Fabre ne s'est jamais exprimé sur cela. Jean-Pierre Fabre ne s'est jamais exprimé sur cela. Mais pour Éric Dupuis,
que je suis secrétaire national à la communication de l'ANC, l'ANC a un candidat naturel, qui est le président national de l'ANC. Ça, c'est nous qui le disons. Nous, en tant que parti politique. Moi, je ne peux pas aller dire aujourd'hui que c'est un Tampillon qui serait le mieux que mon président national. Si j'étais capable de le dire dans ce cas-là, je devrais déjà démissionner de mon parti pour aller rejoindre le parti en face. Je dis qu'aujourd'hui, mon candidat, celui qui, d'après moi, a le profil, a la capacité, a la stature d'homme d'État, tel que moi je l'imagine, c'est bien Jean-Pierre Fabre. Maintenant, j'ose espérer qu'il sera soutenu par des millions et des millions de Togolais. Pourquoi est-ce que lui n'ira pas soutenir les autres? Pardon? Pourquoi est-ce que lui n'ira pas peut-être soutenir les autres? Mais les autres n'ont qu'à se dégager pour qu'on sache s'ils ont des compétences, s'ils ont des carrures, s'ils ont un profil équivalent ou supérieur. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous en savez, vous? Moi, je n'en sais rien. Je n'ai jamais entendu parler d'un candidat. Je vous ai entendu tout à l'heure dire qu'une certaine coalition allait sortir le nom de son candidat. Mais que ça se fasse. C'est la liberté. Que ça se fasse. Que chacun sorte son candidat. Si demain, chacun a son candidat, et on l'a bichonné, on l'a encensé, et que la patte tombe, on peut s'asseoir après pour dire, bon, Noyo, on est 50 candidats, maintenant il va falloir qu'on s'asseye pour voir qui est le mieux placé entre nous pour pouvoir briguer. Vous êtes chaud, quand même, au niveau de l'ANC pour une candidature unique de l'opposition? Bien sûr. Jean-Pierre a toujours dit que sa politique, c'est la politique de la main tendue. Et dans son dernier discours à Paris, il a même fait, dans ses vœux ici, il dit que pour lui, il espère qu'on puisse gouverner autrement et gouverner ensemble. C'est-à-dire, il est prêt à travailler avec tous ceux qui seront disposés et qui mettront tout en œuvre pour que l'alternance politique soit effective en 2015. Je crois que c'est un homme qui est honnête, il le dit, et ce n'est pas d'aujourd'hui. Je vous invite instamment à reprendre son interview de 2006. Hein, c'est un interview qui est d'actualité. D'accord, très bien. Et c'est un homme qui est constant. Il a cette qualité, il est constant dans ce qu'il dit. Ah. Oui, il est constant dans ce qu'il dit. Il ne tourne pas en rond, il ne tourne pas de reste. C'est un homme qui est fiable, c'est un homme qui est responsable et qui a la stature d'homme d'État dont le Togo a besoin. Éric Dupuis, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle que vous êtes le secrétaire national à la communication de l'Alliance nationale pour le changement. Merci d'avoir répondu à nos questions. Appelez-moi Eric Gato. Je vous retrouve demain, si tout marche bien, pour un nouveau numéro de Fréquence Actu sur les radios. C'est Fréquence 1. À très bientôt. Au revoir.